Aujourd'hui, on s'échappe des Pyrénées pour les 2 dernières leçons. Aujourd'hui, on va aller dans l'Argentera, qu'on appelle du côté français le Mercantour, où je vais vous expliquer pourquoi. Et la semaine prochaine, on ira dans les Carpates. Donc, l'Argentera Mercantour, titre de la leçon, massif frontière. Alors, d'abord, il faut quand même être réaliste. Où c'est? Où c'est? Eh bien, c'est au pied de Nice. Voilà la baie des Anges. Vous reconnaissez, vous savez, le fameux bâtiment trapézoïdal particulièrement laid de près, mais bien de loin, et surtout très bien quand on y est propriétaire. Il paraît que c'est extraordinaire. Donc vous avez là, on est à côté de Nice. Nice est un petit peu à droite, et vous avez là l'Argentera, le massif de l'Argentera. Il s'étend sur la partie frontalière entre la France et l'Italie. Alors avec un rond, j'ai fixé Argentera. Vous voyez, c'est quand la frontière fait un rentrant comme ça. C'est les terrains que la France a repris en 1945. Je vais vous expliquer pourquoi et à quelle occasion. Donc, partie frontalière de la chaîne, entre deux cols, le rocher de points hauts, pardon, le rocher des Trois Évêques, 2858 mètres, tout à fait au nord, et le col de Tende, 1871 mètres, qui termine la vallée de la Roya. Donc là, nous allons avoir des noms qui vont revenir plusieurs fois, Roya, Vésubie, col de Tende, on va en reparler. Donc, l'Argentera, qu'on appelle du côté français le Mercantour, pour les raisons que je vais vous expliquer, est une haute montagne des Alpes du Sud. Oh, elle n'est pas immense, hein, 80 km du nord-ouest au sud-est. Et là, j'ai une diapo pour vous montrer ça et l'illustrer avec des hauts sommets qui sont à plus de 3000 mètres. Donc, c'est du vignemal. Donc nous avons pour commencer en Italie le sommet éponyme de toute la chaîne, c'est l'Argentera, 3297, c'est haut, c'est du granit, mais c'est du joli granit, facile à monter. Et puis pour des raisons que l'on va voir, mais des raisons institutionnelles et de visibilité, comme on dit dans la communication, voilà le sommet du Mercantour face au ouest. L'Argentera est en Italie, le Mercantour est pile poil à la frontière. Donc, et le Mercantour est un sommet secondaire, puisque vous voyez, il est à moins de 3000, c'est déjà pas mal, hein, le Mercantour. Mais c'est pour donner un nom. Au sens élargi, et pour ces raisons, notamment touristiques et d'organisation géographique, on y rattache dorénavant à ce massif certaines régions qui sont un tout petit peu plus au nord-ouest, et en particulier l'Ubaye, avec la ville de Barcelonnette, alors que le Mercantour étant un massif granitique, dans l'Ubaye, nous avons déjà des flysch, nous avons déjà des marnes, nous avons déjà du lias, et ça n'a rien à voir avec le Mercantour. Mais, touristiquement, ça fait un ensemble. Et on va voir que la locomotive de cette montagne, c'est bel et bien le tourisme, avec tous les problèmes qui en découlent. Donc, ce massif de l'Argentera, Mercantour, se place en surplomb des espaces avoisinants. Il domine aussi bien la mer, et là, la montagne plongera directement dans la mer. C'est pour ça que cette domination, cette plongée, on l'appelle la riviera. C'est un mot ligure, et c'est un mot niçois, on va dire nissard, puisque en occitan, la ville de Nice, ça s'appelle Nice. Donc voilà la Ribera, et dorénavant dans le monde entier, quand on parle d'une montagne qui plonge dans la mer, on dit c'est une riviera. Si vous allez en vacances à Banyuls, vous allez en vacances sur la Riviera catalane. Mais voilà.
Et ça surplombe d'un autre côté, et comme je le montrais sur une des dias précédentes, ça surplombe eh bien, toutes les plaines du Piémont, avec bien sûr la ville de Coni. Coni, c'est en italien, mais en ligure et en occitan, c'est Cuneo. Vous pouvez vous repérer avec la carte que j'ai délicatement pompée dans mon bouquin Géographie classe de première quand je voulais faire déjà de la géographie à forte intensité, et on voit bien l'Argentera qui domine ces contrebas, et Milan, tout comme Coni, sont des capitales du Piémont. Donc nous avons là un phénomène à trois pôles géographiques, avec d'un côté la montagne, de l'autre côté la Riviera, et de l'autre côté enfin le Piémont. Comme thématique de leçon, c'est vachement bien. Je trouve que c'est quelque chose de scientifiquement très exploitable. Donc, en fonction de ce que je viens de vous dire, on va dégager un fil rouge, comme d'habitude, et puis on va donner un plan. Alors, massif de dénomination, un plan, ça va consister à dégager les caractéristiques de la pluie méridionale des hautes montagnes de la chaîne des Alpes, pour en expliquer à la fin les mécanismes de la mise en place, et à la fin aussi le fonctionnement d'un tel espace frontalier. Et pour ça, trois parties. La première, paysage, image. Et vous avez vu que j'ai commencé à vous le dire, Argentour, Bercantera, il y a des problèmes d'image. Il faut que chacun soit visible, soit reconnaissable. Et représentation. Et puis, on verra unité et diversité de ces activités montagnardes, et puis on verra les explications, d'abord la nature, après la société, après la frontière. Donc, comme annoncé, paysage, image, représentation, une haute montagne, j'ai dit granitique, mais l'Inja s'est dit abrupte. En effet, depuis le 3000, le plus méridional, jusqu'à Menton, sur le bord de la Méditerranée, à vol d'oiseau, bien sûr, 37 km. Mais 37 km, c'est à peu près la distance qu'il y a entre Tarbes et le Montaigu. Et là, nous avons 3000 mètres de dénivelé plein. Et du côté italien, du côté Piémont, du côté de Cuneo et surtout du côté de Turin, de Torino, c'est encore plus spectaculaire. Donc, une haute montagne granitique et abrupte, dénivelée, sommet, masse déchiquetée, avec des paysages d'aiguilles, des parois très abruptes, des contrebas spectaculaires, et dans la partie haute, on va trouver les classiques auges glaciaires que nous avons découverts, traités la semaine dernière sur le cours concernant la vallée d'Or. Mais juste dans la partie sommitale, parce qu'on n'est déjà pas loin de la Méditerranée, et même du temps des glaciations, les glaciers ne sont pas allés bien loin, mais ils ont dégagé en haut. Donc en haut, si on veut faire un profit de la montagne, en haut, ici, nous allons avoir des vallées à Noge, parce que le glacier a coulé, il s'arrête là, et ensuite c'est le torrent. Et nous savons le grand aphorisme de l'hydrographie montagnarde dans la jeunesse des paysages. Le glacier rabote, et le torrent scie. Ce qui fait que lorsque on part de la Riviera ou que l'on part du Piémont et que l'on veut aller dans cette montagne, d'abord des gorges. Et puis après, il y a eu le glacier, alors ça s'élargit, c'est joli. Mais on est déjà à 1000 mètres, 1200 mètres d'altitude. Donc c'est une montagne abrupte qu'il faut savoir découvrir. Donc, paysage encore, 80 km, je l'ai dit, des unités de massif dont je vais vous faire le détail, et l'essentiel des hauts sommets se trouve dans l'actuelle Italie. Quand je dis l'actuelle Italie, c'est qu'il y a eu des Italies précédentes, on va le voir. Et il y a eu même un royaume avant l'Italie actuelle. L'Argentera,
L'Argentera est un château d'eau, comme toutes ces montagnes qui dominent des surplombs. Un château d'eau d'où divergent plusieurs appareils hydrographiques dont je vous ai déjà donné les noms, mais enfin je vais vous les répéter. Côté ouest, côté français, nous avons la Roya, R-O-Y-A. Côté français, nous avons la Tinée, T-I-N-E-E. Ceux qui font des mots croisés, là vous y êtes. Hein. Voilà. Et puis nous avons la Vésubie, V-E-S-U-B-I-E. Et la Vésubie, on en a beaucoup parlé. On en a parlé pour le ratio de Monte Carlo qui s'est terminé hier soir. Et j'ai constaté cela en finissant de préparer ma leçon. Non, en finissant, pardon. J'ai terminé la préparation à 14 heures. Non, en la faisant. Voilà. Cette Vésubie est devenue tristement célèbre avec ses inondations qui ont ravagé la vallée et tous les contrebas. Souvenez-vous, le 2 octobre 2020. Mais on va y revenir sur cette catastrophe parce qu'elle est très significative. Sur le versant sud, en Italie, des rivières que l'on connaît moins, mais que je vais quand même écrire au tableau. La Stura di De Monte. Alors avec les Italiens, contrairement aux Espagnols, ils mettent toujours des syllabes supplémentaires qui vous piègent. Non, ça vient du fait que je ne parle pas italien, voilà, bien sûr. Vous avez tous et toutes compris. Nous avons aussi le gesso, ou le gesso, pardon, parce qu'il n'y a pas de H. Et puis vous avez la vermenaya. C'est ça là. Vermenaya. Et ce sont des jolis torrents qui déboulent de la montagne, qui coulent, il y a de l'eau, c'est du granit, il n'y a pas trop de passages dans les calcaires, donc nous avons toujours des eaux bouillonnantes. Voilà. Et puis j'ajoute tout le torrent affluent, et je ne vais pas vous faire la liste parce que vous n'avez pas besoin de le savoir, et puis il n'y aura pas d'interro pour vérifier les connaissances. On est à l'université du temps libre. Toutes les rivières côté français convergent vers le Var, et le Var se jette dans la Méditerranée. Le Var, c'est un nom de département où précisément ce fleuve côtier ne coule pas. C'est une particularité. C'est la question à 20 balles au jeu des 1000 francs. Enfin, c'est 1000 euros maintenant, hein. C'est pas rien. Bon, et puis toutes les rivières du versant italien, de l'Est, elles vont vers le Pô, donc elles vont se jeter, tenez-vous bien, dans l'Adriatique. On est vraiment à un carrefour, voilà, de dispersion un centre de dispersion des eaux. Il y avait des glaciers. Et ces glaciers ont disparu. Donc voilà, bon, pour la haute montagne abrupte, bien sûr, je suis en retard par rapport à mon PowerPoint. Mais regardez quand même ça de la gueule. Hein. Bon, là, ça a été pris en hiver, bien sûr, indeed. Mais c'est une jolie montagne. Et on verra tout à l'heure que c'est une montagne facile à grimper. Quand on pitonne, il n'y a pas de traîtrise. C'est pas du granit pourri, je vous expliquerai pourquoi si j'y pense. Bon, alors, les glaciers ont disparu. Alors ils étaient là au 19e siècle, bien sûr, quand la montagne a été découverte, quand on a inventé cette montagne. Vous connaissez le livre de José Cubero, L'invention des Pyrénées. Vous en souvenez des cours qu'on a fait sur le Mont Blanc, l'invention du Mont Blanc. Il y a eu l'invention de l'Argentera, bien entendu. Alors, Argentera, le radical ARG, provient du pré-indo-européen et il désigne un matériau brillant. Il se réfère à la notion de blancheur. Artun, il n'y a jamais eu de mine d'argent sur le massif de l'Argentera. Et je vous ferai la même réflexion. Vous savez que dans le film Laurence d'Arabie, quand il dit « il n'y a pas d'or à Aqaba », bon, il n'y a pas d'or dans l'argent, il n'y a pas d'argent, pardon, dans l'Argentera. Voilà. Donc,
c'est ces glaciers, c'est cette image que nous avons vue sur la diapo numéro 1, avec cette brillance qui apparaît sur les cieux méditerranéens et par rapport à la Grande Bleue en hiver, parce que maintenant en été, tout ça séché. Mais au XIXe siècle, les glaciers subsistaient. Donc vous aviez un oxymore extraordinaire. La mer Méditerranée, en plein été, chaude, ou au demi-saison, parce qu'en plein été, au XIXe siècle, les visiteurs ne venaient pas, ils trouvaient qu'il faisait trop chaud, ils repartaient dans leurs Allemagnes, Angleterre, Belgique, Pays-Bas, nord de la France, respectifs. Hein. Donc, et puis en haut, ces glaciers. Alors, ces glaciers, il y en a des photos qui ont été photographiées par de ces sols, que j'ai mis en bibliographie, et dont je vais reparler. Ils couvraient des superficies absolument considérables. 200 hectares sur le versant italien, le plus développé et surtout celui qui est à l'est, et puis 44 hectares sur le versant français qui est au sud, sud-ouest, et bon, qui gardait moins les glaciers. Et s'il en reste actuellement, j'ai pas eu de publication récente pour pouvoir le confirmer, donc je le dis. Il s'agit très certainement, comme les glaciers qui continuent de crever du côté de Troumouze, des glaciers rocheux, c'est-à-dire de la glace qui n'est plus alimentée en neige et qui se conserve parce que les cailloux sont tombés dessus, donc ça fait comme une espèce d'isotherme si vous voulez. Mais ça disparaît. Difficile à savoir s'il y a un glacier rocheux, s'il y a de la glace sous un amas de cailloux. Voilà. Donc cela fait partie de cette espèce de nostalgie générale qui va accompagner dorénavant toutes nos réflexions d'amoureux de la nature et d'amoureux de la montagne concernant les glaciers, parce que la disparition des glaciers de l'Argentera ne fait que précéder celle des glaciers d'autres montagnes que nous aimons bien et que nous connaissons bien. Je ne dis pas lesquelles. Alors on a les photos souvenirs. Par contre, ce qu'il en reste, c'est le modèle glaciaire, avec les blocs erratiques, avec les cirques, avec le creusement à noche, et tout cela va se retrouver, mais dans la partie haute. Pour les formes glaciaires, souvenez-vous du dossier de la dernière leçon. Je vous avais donné des modèles que j'avais pris dans le livre de Georges Viers, éléments de géomorphologie. Donc, je ne l'ai pas reproduit là. Voilà pour cette montagne, cette verticalité, l'eau, la glace disparue, mais il reste les formes. Je dirais que c'est aussi un climat, un biotope particulier, biotope donc, avec un climat montagnard, mais plus doux que dans les Alpes du Nord. Nous avons de la douceur, l'enneigement, mais de tout temps, il y a été, mais il pouvait être aléatoire. Il pouvait avoir un coup de lombarde. La lombarde, c'est l'équivalent de notre vent d'Espagne, voyez. Pour le manteau neigeux, c'est pas très bon. Voilà. Avec, pour cette partie de la chaîne, une convergence. Une convergence entre l'air chaud qui vient de la Méditerranée et puis ce qui reste d'air froid amené par les perturbations océaniques. Et cet air chaud qui vient de la Méditerranée, dans la circulation générale de l'hémisphère nord, qui est dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est ce qu'on appelle des retours d'est. Et quand il y a le choc entre ces deux masses d'air, ça nous donne de grosses pluies aux demi-saisons ou de la neige. Des fois, nous l'avons ici, cette neige sur le versant nord. C'est la neige super collante, vous savez. Elle est rare, heureusement, parce qu'elle pète toutes les installations électriques. Ce qu'on a eu à l'épisode de mercredi dernier, c'est rien. On a quand même eu mieux. Aujourd'hui, c'est rien de rien. En Espagne, quand ça vient de la Méditerranée, sur le versant aragonais et sur le versant catalan des Pyrénées, ça vous donne ces cumuls de neige, et même avec des chaînes, on ne passe pas. Donc là, vous voyez, ça nous donne ce que
en appel à la télé, si vous écoutez Evelyne Delia, les épisodes Cévenol sur Retour d'Est. Voilà, c'est bien dit, hein, mais en plus c'est vrai. Elle ne dit pas de bêtises, elle se regarde avant de parler. Voilà. Donc, ces conditions sont plutôt réunies en automne. Elles donnent donc de grosses pluies, des pluies diluviennes. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, le 2 octobre 2020, alors là je reprends un titre de TF1 que j'ai trouvé sur l'internet, 650 millions de tonnes d'eau s'abattaient dans les vallées des Alpes-Maritimes. Je ne discute pas sur le chiffre parce que c'est pour faire du spectacle, du buzz et faire de la concurrence à BFM. Mais c'est la tempête Alex qui a littéralement ravagé toutes les hautes vallées et les basses, parce que l'eau quand elle est en haut, il faut bien qu'elle aille en bas, du Mercantour, avec des cumuls de précipitations extraordinaires, des crues, bilan 10 morts, 8 disparus, comme ils ne sont pas revenus, on va les compter parmi les morts, 13 000 sinistrés, 1 milliard d'euros de dégâts. Donc, vous avez... Alors, bon, nous les Pyrénées, on va dire, ben ouais, ben oh, on connaît, hein, on a déjà eu, voilà. Sauf que le mécanisme pour nous n'était pas tout à fait le même, quoique il y a eu une avancée d'air venant, un retour d'est sur le versant espagnol, les dégâts ont été très très forts en Aragon et dans la montagne catalane. Voilà. Je terminerai ce biotope en disant que nous avons une végétation méditerranéenne de montagne, mais avec les espèces méditerranéennes qui vont monter. Ainsi, l'olivier monte jusqu'à 600 mètres, et puis il est relié par un arbre que nous avons uniquement dans le piémont pyrénéen, mais qui n'est pas sur le versant sud des Pyrénées, le châtaignier, le fameux arbre à pain, l'arbre que les Corses s'attribuent, mais non, il n'y a pas que, il y a aussi les Cévenols, et puis il y a aussi ces gens des Alpes-Maritimes, bien sûr. C'est l'arbre qui, avant les pommes de terre, permettait de ne pas mourir de faim. Bon, les châtaignes, c'est bon, mais au bout d'une dizaine, on en a déjà assez, mais non, les gens mangeaient ça. Il y a des recettes de cuisine, toujours un peu poum-poum, hein, mais voilà, mais ça fait partie du package, dorénavant, du package touristique, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis encore au-dessus vient l'étage des pins et des mélèzes. Et alors, comme je sais que nous avons des spécialistes des arbres dans cet amphi, j'ai fait des diapos avec le pin cimbro, qui ressemble fortement au pin accroché pyrénéen, mais j'ai pas eu le temps d'aller chercher s'il y avait des similitudes. N'empêche que pour ceux qui aiment les arbres ici, je l'ai mis en latin. Et puis vous avez le mélèze, et mélèze qui a été photographié, c'est un arbre un arbre symbole, bien sûr. Voilà. Donc, au-dessus encore, après châtaignier, conifères, eh bien nous avons des estives. Nous avons des pâturages d'altitude qui sont moins plantureux que ceux de notre haute montagne pyrénéenne, parce que l'été il fait sec et c'est très vite transformé en paillasse. Donc nous n'avons pas les alpages du nord des Alpes, nous n'avons pas les estives pyrénéennes, nous avons les estives méditerranéennes. C'est bon pour les brebis et pour les chèvres. Mais enfin, ça les fait manger quand même. Comme dans les Pyrénées, pour terminer sur le biotope, il y a un versant à l'ombre et un versant au soleil. Et comme nous sommes dans l'ère de parler occitan, que le parler là, c'est le parler ou provençal à l'ouest, ou vivaro-alpin, parce qu'on va le trouver dans les Alpes et dans le Vivarais, on donne le même nom que nos versants chez nous, à savoir Umbret et Soulane.
avec des prononciations, des palatisations un peu différentes, mais ça se ressemble beaucoup. Alors, il faut que je vous dise que je suis très au fait de ces particularités linguistiques, parce que dans une vie antérieure, j'ai pas mal travaillé sur les parlers occitans, et j'ai fait plusieurs universités d'été. On disait université parce que ça faisait bien, mais enfin c'était des stages d'occitaniste, précisément dans les Alpes-Maritimes. Alors, comme annoncé tout à l'heure, je vous ai dit d'abord une haute montagne granitique et abrupte, c'est fait. Et maintenant, second point, une montagne longtemps isolée, longtemps secrète, et pour cause, et on va voir. Il y a de quoi. Donc, pour la montagne isolée, eh bien, je vous l'ai expliqué, je crois que je n'ai pas effacé. Si on veut démarrer soit de la Riviera, soit du Piémont, eh bien, il faut d'abord se taper les vallées en gorge. Et après, on arrive avec des reliefs plus aérés. Mais c'est toujours super escarpé. Or, le littoral de la Riviera, qui est devenu le premier bronze, c'est filmé, le premier bronze-fesse mondial, a longtemps été une zone répulsive, infestée de barbaresques qui, traversant la Méditerranée ou venant du sud de l'Espagne, parce que quand même les arabo-musulmans, ils sont restés plusieurs siècles, il y avait des ravages considérables qui se faisaient, et les pouvoirs européens n'étaient pas encore assez forts, aussi bien ceux des royaumes que ceux des principautés du Saint-Empire romain germanique n'étaient pas assez forts pour les chasser. Donc on s'est réfugié en haut, et cette montagne est une montagne refuge. Et si vous êtes allé vous promener au Moyen-Orient, par exemple au Liban, vous avez le mont Liban qui est exactement dans le même dispositif, à savoir des villages perchés. On se demande pourquoi les gens sont là. Non, parce que en bas c'était pas Bamas à la playa, hein, c'était bon. Première raison, donc raison de sécurité. Donc là on était planqué en haut. Deuxième raison sanitaire. La malaria n'a été éradiquée sur les plaines méditerranéennes qu'au XVIIIe siècle, quand on a commencé à assécher les marais et à faire couler l'eau. Donc il peut y avoir des fièvres, du paludisme, et donc c'est pour ça que les gens se sont réfugiés sur ces hautes terres. Donc vallée refuge pour la sécurité, vallée refuge pour le sanitaire, et on peut trouver plusieurs autres exemples. J'ai cité le mont Liban. Je ne peux pas résister au plaisir. Vous en souvenez, la leçon sur l'Éthiopie? Pareil, je ne sais pas quelle année, mais ça fait longtemps. Et puis je ne peux pas résister à vous indiquer la grande hypothèse pyrénéenne, et c'est Toy. Mais oui, ils étaient bien protégés par les gorges de Luce. Et il fallait passer. Voilà. Bon. Ça va nous donner, au total, des paysages très particuliers, avec des villages perchés, alors bien sûr, si vous prenez le train d'Épingle, qui ne passe pas dans le Mercantour, dans l'Argentera, qui frôle un peu le Mercantour, entre Puget-Théniers, entre Digne et Nice, c'est un chemin de fer à voie métrique. Alors je l'ai pris plusieurs fois, mais une fois où il y avait quelqu'un qui faisait le commentaire. Alors on voyait un village perché, il dit « Regardez, ça ressemble à un village tibétain ». Bon, oui, ça, on aurait dit le potala de Lhasa. Bon, je veux bien. En vérité, non, ça ressemble à des villages de gens qui se planquent et qui veulent voir venir des visiteurs qui sont pas amicaux. Mais actuellement, les visiteurs sont amicaux, et alors on va s'en servir pour de ces dispositifs paysagers pour la mise en tourisme de la montagne. Alors, dans la biblio, je vous ai donné le guide Michelin. Alors, à mon sens, que j'ai trouvé à la fac et à Pau, à mon sens, il y a deux générations de guides Michelin.
c'est là que je me rends compte que j'ai vieilli. Le guide Michelin de ma vie d'avant, qui était sérieux, un peu moins que le guide bleu, mais quand même, avec des auteurs qui signaient. Et alors les guides Michelin actuels, où il faut vraiment vendre la montagne. Alors je vous cite quelques citations, en parlant de Barcelonnette, qui est dans l'Ubaye, mais que le guide Michelin met dans le coin. Barcelonnette, c'est une petite ville qui s'est caractérisée au XIXe siècle parce que le tiers de sa population est parti au Mexique pour y faire fortune. Bon, ici dans les Pyrénées, on partait plutôt en Argentine ou en Californie. Eh bien, à Barcelonnette, ils partaient au Mexique. Et ceux qui ont gagné l'argent, ceux qui n'ont pas fait souche là-bas, des fois avec des Indiennes, etc. Bon, les choses ont bien changé maintenant. Ils sont revenus à Barcelonnette, ils ont fait bâtir des maisons extraordinaires qui ressemblent à celles que vous avez du côté de, vous savez, en allant vers Luchon, avant la vallée de la Barousse. On ne dit pas les Mexicains, on dit les Américains. Bon, voilà, c'est ce genre de maison. Alors, pour parler de Barcelonnette, voilà ce que dit le guide Michelin. Il y a un siècle, cette vallée était coupée du reste de la France. La départementale 900 n'atteignit Barcelonnette qu'en 1883. Mais si elle a atteint en 1883, c'est qu'avant on n'en avait pas trop besoin. Hein. Voilà, donc on voyageait à dos de mulet ou à pied. Bon, ça c'est pour l'Ubaye, mais pour le reste, ce qui est au-dessus de Barcelonnette. Veillé par les hautes cimes, Barcelonnette campe au carrefour de la Provence, du Dauphiné et de l'Italie. Je continue dans le dithyrambique. Et on parle d'une petite vallée avec 3 villages, au total 240 habitants. Vous voyez, ça ressemble à la Batte-sur-Guerre. On est à 1100 mètres. Et voilà ce qu'on dit. À 100 km au nord de Nice, aux portes du parc national, bing le parc national, le Val d'Antronne, ça s'appelle Antronne, paraît loin de tout. Et c'est pour cela qu'il faut y venir entre neige et lavande. Alors si tout le monde y vient, à quoi ça va ressembler? Eh bien allez-y. Non, mais allez-y l'été. C'est infernal. C'est Ouzous le 15 août, quand tout le monde fait le pibeste, plus de place, et bon, passons. En parlant de Roubion, un village qui est à 800 mètres d'altitude, qui est sur le PowerPoint, mais je vous le montrerai tout à l'heure. On y va, ouvrez les guillemets. Ce village, surplombé par une arête rocheuse, est accroché à la paroi rocheuse de manière presque aérienne. Ces vieilles ruelles et ces placettes sont restées authentiques. Tu parles, restaurant, souvenirs, bed and breakfast. Vous voyez, voilà, on se sert du paysage. Je vais y revenir à plusieurs reprises pour la mise en tourisme. Alors c'est sympa, hein, parce que faut être objectif. Ça rapporte de l'argent, ça crée de l'emploi, ça maintient les gens sur place. Mais il y a un problème. Donc, je résume cette volée de citations. Je m'excuse d'avoir été un peu long, mais je me délecte. En résumant, en le replaçant dans le cadre de ma problématique, on insiste ainsi, et ça dure depuis 50 ans, à la production d'un espace aux fonctions nouvelles, en utilisant le décor paysager des anciennes fonctions. Donc les fonctions rurales, on va les réutiliser, les fonctions des bourgs, on va les réutiliser pour autre chose, pour faire du tourisme. Alors, comment y aller? Eh bien, pour y accéder, c'est pas facile, parce que les routes sont tortueuses, même si la DIRA fait tout ce qu'elle peut pour les élargir. Donc, pour aller depuis Nice, ou depuis Ventimille, vers le Piémont, il faut passer par le col de Tende, et il y a à la fois une route et un chemin de fer. Alors voilà la route. Alors le passage par le col, vous voyez, hein, wow. Voilà, avec ici une petite fortification,
le royaume de Piémont-Sardaigne et le royaume de France n'étaient pas forcément très d'accord, là, au XVIIe siècle. Vous avez vu l'émission de Stéphane Bern, la dernière fois, sur le masque de fer? Il était enfermé au fort de Pignerol. C'est à gauche, à 60 km plus au nord. Et puis alors, vous avez la route, avec un tunnel. Alors, c'est pas le tunnel ultra-moderne, bidirectionnel, c'est style tunnel à Ragnouette Bielsa, avec le bâtiment de la douane. Et si vous y connaissez un peu en architecture administrative, vous voyez que c'est un bâtiment de douane italien, avec quand même 2 étages. Donc il devait y avoir un peu d'armée là, vous voyez. On sent que c'est une frontière qui n'est pas chaude mais qui est tiède, parce qu'il reste des souvenirs et on va y revenir. Et puis vous avez le chemin de fer. Alors sur le chemin de fer, je vais essayer d'être le plus rapide possible. C'est la ligne de Nice à Cony, qui est une merveille d'ingénierie ferroviaire, avec des tunnels hélicoïdaux, etc., qui a été fermée après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au début des années 70, parce qu'il y avait eu des destructions dans la Haute-Vallée, du côté de Tende, du côté de Saint-Dalmas de Tende, du côté de Vievrola. Et vous avez là des ouvrages d'art qui sont extraordinaires, comme sur ce torrent de la Bévéra. Regardez ce pont avec l'arche qui est décalée par rapport au tablier. Cette photo, je l'ai tirée de la géographie ferroviaire de Henri Lartilleux, qui est un ingénieur ferroviaire des années 50, et cette géographie ferroviaire a servi de référentiel, je ne dirais pas de Bible, non, à de nombreux cheminots et à leurs enfants. On n'est plus dans le granit, on est dans le granit, pardon. Et ce chemin de fer a réouvert au début des années 80, exploité par la SNCF qui n'en voulait pas. Donc quand la compagnie nationale a de la mauvaise volonté, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça se voit. Et lors de la tempête Alex, toutes les routes dont je viens de vous parler, qui pour être élargies avaient été prises sur le lit majeur du torrent, et comme ça on peut faire une 12 mètres de large. Tout a été emporté, vous avez vu la photo. Et qui c'est qui a porté les secours? Eh bien c'est le train. Et là vous le voyez, c'est des bouteilles d'eau minérale, hein, parce qu'il n'y avait plus rien. Voilà. Donc pour y aller, il y a des routes, il y a du rail, des routes de montagne de toute beauté. Le Tour de France les met en spectacle. Et hier soir, c'était l'arrivée du rallye de Monte-Carlo. Donc, comme je préparais la leçon, je me suis dit, chic, je vais aller regarder ça, comme ça je remonte des images de la montagne. Alors on n'a rien vu, sauf qu'il s'aspergeait de champagne, et que le gagnant a dit qu'il était très content, qu'il essaierait de gagner la prochaine fois. Voilà. Bon. Voilà pour cette... je regarde l'heure, ça va, j'ai pas trop... Ouh là là, oui. Donc, on va avoir des perceptions différentes, parce que c'est quand même un espace de limès. Des perceptions spécifiques sur un espace de limès. Alors, je me suis rendu compte, mais il était trop tard parce qu'il était 2h moins le quart, que tout le monde ne comprendra pas ce que signifie le mot limès. C'est un mot latin qui veut dire, ou lime, c'est une limite, ça fait limite. Il y avait les limites de l'Empire romain, les limès, vous savez, avec le mur d'Adrien. Vous en souvenez, on en avait parlé quand on avait fait la leçon sur l'Écosse il y a quelques années. Donc, là, nous avons cet espace avec des perceptions différentes et surtout des perceptions qu'on est sur un carrefour. Alors, avant de parler de la langue, je voulais vous dire que c'est français depuis peu de temps. 24 mars 1860. Donc ça nous fait un siècle et demi.
Nous autres, entre la France et l'Espagne dans les Pyrénées, on est habitué de traiter des Pyrénées, on a de la solidité, là, de la longue durée. Nous avons la plus ancienne frontière de l'Hexagone. Et bien là, traité de Turin, Nice et la Savoie, donc le massif de l'Argentera, et qui va donner une partie le département des Alpes-Maritimes, et la Savoie qui va donner les deux départements Haute-Savoie et Savoie tout court, reviennent à la France. C'est l'empereur Napoléon III qui reçoit ce cadeau en récompense de son intervention militaire contre l'Autriche. L'Autriche qui voulait écraser le royaume de Piémont-Sardaigne, qui était la locomotive de l'unité italienne, mais l'armée piémontaise, comme on dit, le royaume, l'armée du royaume était un peu faible. Alors la France a donné son appui et l'Autriche a été chassée. Je vous renvoie à différents épisodes de Sissi impératrice pour ça, et je vous renvoie aussi à ce film merveilleux qui est repassé, je crois, récemment à la télévision, Le Guépard, avec les Garibaldiens et tout ça. Cette unité italienne, c'est un poème. Je vais essayer de ne pas en parler trop longtemps, parce que ça a été la question d'histoire à l'agrégation l'année où je l'ai passé. Et ça m'a tellement passionné que j'ai oublié de traiter l'autre question, qui était une question d'histoire romaine. Donc, comme c'est tombé en romaine à l'écrit, j'ai pris 3. Voilà. Non, mais ça fait du bien aux gens qui se croient très forts de coller un jour ou l'autre à un concours. Comme ça, ils se rendent compte que, bon... Alors, bien sûr, on se rassure, hein, ça peut arriver à tout le monde, le terrain était lourd, l'arbitre, enfin bon, voilà. Bien. Donc le comté de Nice devient français. Mais c'est une très très vieille structure étatique qui appartenait à la Savoie depuis le XIVe siècle. Nous avons là un enracinement culturel, un enracinement, je dirais, anthropologique. J'ai pu le constater très souvent, un enracinement aussi linguistique. 1793, après avoir dit les peuples doivent se méfier des missionnaires armés, Robespierre envoie ses armées aux quatre coins de l'Europe, la France est le pays le plus fort d'Europe, on balaye tout, et les armées françaises en 1793 récupèrent, arrachent ou prennent le comté de Nice, qui devient le 85e département de la République et qui s'appelle les Alpes-Maritimes. 06 sur les plaques d'immatriculation actuelles. 1814, Napoléon Ier est battu, hein, je ne vous raconte pas. Allez, traité de Vienne, les Alpes-Maritimes redeviennent sardes. Elles redeviennent sardes et Nice devient la province de Nice en 1818 dans le cadre d'une réorganisation, mais qui est centralisée sur Turin. Hein. Voilà, donc... et puis voilà l'épisode napoléonien. Alors on demande aux populations, plébiscite, est-ce que vous voulez être rattaché à la France ou est-ce que vous ne voulez pas l'être? Et comme tous ces plébiscites organisés du temps de Napoléon III, et même de l'autre, eh bien c'est oui. Avec des modalités de vote, je ne vous explique pas, hein. Avec deux listes là, et puis une autre là c'est oui, donc là il y a les boissons fraîches, le café, et puis là il y a non, et puis vous avez le commissaire de police qui note ceux qui votent non, et on signe. Voilà, donc ça coupe la spontanéité et le secret du vote. Bon, voilà, et nous sommes là dans cette zone de va-et-vient, qui est aussi une zone linguistique charnière, avec, regardez l'occitan, vous voyez, qui prend une partie de l'Argentera, et que nous allons retrouver ici, et l'autre partie c'est Ligure,
Ici, c'est le nissar. Et puis ici, c'est le provençal, avec des différences, parce que les linguistes n'ont pas leur pareil pour trouver des subdivisions, surtout quand ils ont une petite dent contre la langue qu'ils étudient. Donc, voilà. Et ce côté charnière se retrouve dans les appellations actuelles. En France, la partie italienne du massif est appelée, la partie italienne est appelée Argentera, et puis, est appelée Mercantour, sommet secondaire que je vous ai dit. Et puis en Italie, c'est Argentera. Et toutes les publications françaises parlent du Mercantour. Regardez sur la bibliographie le nom des cartes, c'est pour ça que je l'ai mis. Hein. Vous avez Mercantour partout. Vous n'avez pas Argentera. Regardez le vieux bouquin de géographie, document numéro 1 que j'ai photocopié, qui date de nos années de lycée, là, 65, 64. Vous avez Argentera. Donc vous avez deux choses. Et pour des raisons géologiques, pour des raisons diplomatiques aussi, les milieux scientifiques ne séparent pas dans leurs analyses, comme je le fais dans cette leçon, la partie française de la partie italienne, mais elles appellent l'ensemble Argentera, trait d'union, Mercantour, comme ça tout le monde est content. Voilà. Donc je vais maintenant passer à la deuxième partie, je suis presque pas en retard, à la deuxième partie, université et diversité des activités montagnardes. Alors, la modernité est là, et elle se marque par la mise en tourisme, et comme je l'ai déjà dit, je vais me répéter un peu, mais je vais essayer de pas, ça entraîne une recomposition de l'espace. Et puis, nous avons un agro-pastoralisme résiduel, mais toujours essentiel. Ne serait-ce que pour conserver les espaces paysagiques qui servent de base à la mise en tourisme. Et puis enfin, on a des enjeux, et ils sont pas mal, et on va les voir. Alors, les activités de montagne, écoutez, on prend la leçon sur la vallée d'Or la semaine dernière, on la transpose aujourd'hui, et on est bon. Hein. Donc on a la grimpe, la glisse et la rando. Il n'y a pas de thermalisme, c'est tout. Et alors là, tenez-vous bien, sur un massif qui fait 80 km max, allez, j'ai dit 70, du nord au sud, et 50 de l'est à l'ouest, 10 stations de sport d'hiver. Je dis bien 10. 6 du côté français, 4 en Italie. Je ne vais pas toutes vous les citer, vous ne le retiendriez pas, mais quand je vais vous donner leur nom, ça va vous chanter. Oron, Isola, 2000, ça vous donne l'altitude. Valberg pour la partie ouest, et puis pour la partie italienne, Argentera, on n'est jamais mieux servi quand on a le nom, et Entract. Donc nous avons là un équipement très lourd, avec des villes construite en altitude à 1500-2000 mètres. Et nous sommes dans une montagne du sud, avec les problèmes de faible enneigement déjà au départ, je vais en reparler. Donc, du problème d'enneigement, j'en reparle. Vous vous en souvenez peut-être pas, parce qu'on ne s'en souvient pas. En 2006, les Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu à Turin. Alors je suis allé sur Jeux olympiques d'hiver à Turin. C'est bien de préparer des cours parce qu'on se déguise dans le Sherlock Holmes. Et je dis, mais voyons ce qu'ils ont fait comme activité dans l'Argentera. Zéro. Zéro. Tout plus au nord, vers Courmayeur, vers le revers du Mont Blanc que nous avons étudié là, il y a quelques années. Pourquoi? Eh bien, on ne va pas mettre des milliards quand on n'est pas sûr d'avoir de la neige le jour J. C'est ce qui dissuade le comité international olympique, en plus bien sûr des bacs chiches et des magouilles, d'organiser 2 Jeux olympiques d'hiver sur la partie espagnole des Pyrénées.
et même sur la partie française. Vous vous rendez compte, il y a 15 jours des Jeux Olympiques, là, ou au mois de décembre, ça aurait été bien. Voilà. Donc, malgré un enneigement aléatoire, un monde fou, avec plusieurs millions de visiteurs chaque année, locaux comme internationaux, avec toutes les pistes que vous pouvez imaginer. Et contrairement aux stations des Alpes du Nord, où les Noirs, elles sont plan-plan, hein, nous retrouvons à côté, à cause du caractère abrupt de cette montagne, les mêmes caractéristiques que les pistes pyrénéennes, avec des Noirs qui sont noirs, quoi, des murs du Barbate, là, puissance 2, hein, quand même. Voilà. Donc nous avons des paysages classiques de l'urbanisation en haute montagne. Vous voyez, avec... alors bien sûr, c'est des rêves d'architectes, mais enfin, c'est des HLM en haute... Bon, passons. Voilà. Vous avez remarqué que toutes les photos que l'on a, c'est des photos d'hiver. En été, c'est moins glorieux. Voilà. Et puis... nous avons tous les problèmes qui s'attachent à cela, avec atteinte au milieu naturel, et, etc. Mais alors, de l'emploi, du boulot, du travail, des gens qui restent là. Alors, bien sûr, on va vous dire, oui, mais il y a les 3 pauvres clandestins, là, vous savez, parce que c'est là que passent les migrants clandestins, et qui sont souvent accueillis par les populations locales. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, mais en un mot. Oui, mais ils bossent au moins. Ils bossent et ils travaillent. Voilà. Bien. Alors, vous avez le ski, vous avez la grimpe, avec tout un réseau de refuges, dans un bon granit, je vous l'ai dit tout à l'heure, en granit sain, avec comme défaut, il y a toujours un défaut, vous allez dire, hein, qu'il y a beaucoup d'itinéraires équipés, c'est-à-dire déjà pitonnés. Donc, vous n'avez qu'à mettre votre corde. Alors, si on n'a pas le plaisir de pitonner à l'oreille, et puis après en s'appuyant, de se dire si tu as mal pitonné, tu fais 350 mètres, voilà. Bien. Et puis la randonnée avec bien sûr une dimension culturelle, patrimoine architectural, parce que ces villages sont magnifiques, patrimoine culturel, avec la cuisine, tout à l'heure j'ai parlé des châtaignes, avec des spécialités, et puis comme d'habitude, réserve d'air pur, puits à carbone, pas grand monde dès que l'on a quitté 500 mètres autour du parking, et une impression totale de liberté, le tout mis en image et mis en texte dans ce style emphatique que je vous ai déjà décrit tout à l'heure. Je terminerai en disant que la montagne est à vendre. Et elle est vendue. Vous vous en souvenez de cette chanson des Luz de Nadao, quand il s'appelait encore Luz de Nadao, et chaque couplet se terminait par Benut, Benut, vendu, vendu. Voilà, donc nous avons cela. Je dirais pour conclure que c'est un phénomène d'arrière-pays. L'Argentera est l'arrière-pays. L'arrière-pays de la Riviera, l'arrière-pays, il y a toujours hein, le triangle que j'ai fait, l'arrière-pays du Piémont. Phénomène d'arrière-pays, il faut voir ce qu'il y a en bas. Alors je vous ai parlé de la Riviera, je vous donne quelques chiffres pour étayer mon assertion. Nice, 343 477 habitants. Allez, on va dire 400 000 habitants en 2020. 5e ville de France. Derrière Paris, Marseille, Lyon et Toulouse. Agglomération de Nice, 952 000 habitants. Et de part et d'autre de Nice, sur la Riviera, toute une série de villes et de conurbations, 600 000 habitants. Et là, la montagne sert d'arrière-pays. De Nice au col de Tende, 80 km. Autrement dit, même distance que pour aller de Tarbes à Lucin-Sauveur. Bon, la route est tortueuse, mais enfin on y va. Et puis les riches prennent l'hélicoptère. Hein. Il n'y a pas que la Riviera française, vous avez aussi toute la Riviera ligure. Je ne dis pas italienne, vous avez vu, je le fais exprès. Depuis Ventimille jusqu'à San Remo. C'est énorme.
Maintenant, côté piémontais, Cuneo, Coni, dont le nom est au tableau, 60 000 habitants, c'est l'équivalent de Tarbes. Turin, Torino, en italien, 850 000 habitants, un peu plus d'1 million avait l'agglomération, à 97 km de Coni, dont 100 km, avec des routes rapides. Et Turin, c'est Fiat, c'est de l'industrie, c'est de la métallurgie. C'est pas de la villégiature comme sur la Riviera. C'est les Italiens du Nord. Trop souvent en France, on voit les Italiens, vous savez, comme les Napolitains. La guitare et bon, non, c'est des bosseurs. Si vous êtes allé en Italie du Nord, de Turin jusqu'à Venise, vous êtes dans un pays avec beaucoup de caractère, je dirais, autrichien. Et ça se marque. Donc, c'est une région avec déjà des gens au pied qui peuvent venir. Et en plus, vous avez le tourisme. Vous avez le tourisme d'hiver depuis le 19e siècle, comme je le disais tout à l'heure, et tourisme d'été de plus en plus, avec une population qui est là entassée, et l'arrière-pays donne une bouffée d'oxygène, une façon d'aller prendre l'air. Alors il reste de l'agriculture, il reste du pastoralisme, il est résiduel, mais toujours essentiel. Effectivement, nous avons là une campagne en plein ciel. Je vous ai parlé de la beauté des villages. Il y a aussi la beauté des pentes. Il y a la beauté des finages. Vous savez, le finage, c'est l'espace qui est cultivé autour du village. Même s'ils sont en ruine, même s'ils sont repris par les arbres, ils sont absolument extraordinaires. Voilà. Voilà le village de Roubion. Vous voyez, quand vous voyez ça, ça veut dire que c'est pas bon. Regardez les petites parcelles. Ça, c'était le blé jusqu'au 19e siècle. Et alors, plus bas, vous avez des champs. Bon, parce que là, on vous le montre comme ça. Voilà. Donc, ces villages, actuellement, et ces finages sont en déclin, bien évidemment. Mais auparavant, il y avait des céréales, il y avait des vergers, il y avait des vignes, dans un parcellaire à manteau d'arlequin. Et ce qu'il en reste est magnifique. Au-dessus, des boisements, comme ce que l'on voit, des broussailles. Et puis encore au-dessus, des estives. Tout cela a été très étudié par un géographe niçois que j'ai fréquenté quand j'étais étudiant, qui se faisait appeler H.E.H. Hildebert Isnard. Voilà, pas un prénom comme ça, ses parents avaient de l'imagination. Bon, voilà. Je l'ai mis en bibliographie, parce que il est décédé, ça fait un bon moment, mais c'était un homme de valeur. Il a écrit Pays et paysages méditerranéens. Et puis au-dessus, vous avez les espaces pastoraux. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour les brebis. Alors cette photo, elle est très bien. Mais si vous êtes loin, je vais vous la donner plus précisément. Voilà les brebis, 200 têtes, en gros, hein. Et on compte 1, 2, 3, 4, il y en a 5 et 6 chiens. 6 chiens à 160 € par an parce qu'ils sont subventionnés par l'Union européenne. Oui. Les gens qui ont ce troupeau de brebis ont à quelques mètres de là un gîte où ils reçoivent du monde, etc. On est à la fin de l'été, je vous parlais des estives cramées. Eh bien les voilà, avec des prédateurs. Et là, le prédateur dans l'Argentera, c'est pas l'ours, hein, c'est le loup. Alors, faut pas penser que c'est pareil. Vous vous souvenez de la photo du nounours qu'on a vue la semaine dernière? Le loup, je n'ai pas pensé à en mettre un petit loup, j'aurais pu. C'est des sales bêtes. Parce que
ils vont en meute. C'est des chiens, hein, finalement. On a des chiens contre les loups, mais c'est des loups contre les loups. Fable de La Fontaine, le chien et le loup. On y est en plein. N'empêche qu'ils ravagent et ils font du mal. Alors, d'un côté, vous avez ces espaces protégés, je vais vous parler du parc là dans quelques instants, et puis de l'autre côté, vous avez ces bergers, avec des tensions. On en a eu une petite idée cet été, ici, avec les manifestations d'éleveurs. Mais là-bas, c'est dur. Et vous avez les gardes du parc du Mercantour qui disent « mais on n'a pas besoin de pastoralisme ici ». Alors les bergers, j'ai repris ça sur l'internet, les bergers se sentent nécessaires, aimés là, hein, attendus, choyés, tellement d'empathie. Mais en même temps, s'il n'y avait pas les troupeaux, ils ne mettent pas le feu, hein. S'il n'y avait pas les troupeaux, comment serait le paysage? Certainement pas comme ça. Donc nous avons là de très vives tensions et une contradiction majeure entre la mise en tourisme, la mise en défense, en préservation et l'activité pastorale. Alors j'ai commencé à en parler, je passe aux enjeux. Alors le premier enjeu, il faut classer, il faut protéger. L'Argentera est coupé en deux par deux parcs. Le parc italien, qui s'appelle Parco Naturale delle Alpi Marittime. Comme d'habitude, ils mettent un T là où on ne l'attend pas. Voilà, donc, bon, moi j'aurais mis maritime, mais bon, c'est les Italiens. Et puis, côté français, vous avez le parc du Mercantour. Voilà, le parc national du Mercantour. Regardez le tracé du parc. Il ne vous rappelle pas un parc que vous connaissez bien, avec cette dentelle? Toute imbrication de la dentelle, c'est pour protéger un village, une station de sport d'hiver, ici Isola 2000 par exemple. Donc c'est pas dans le parc, donc on peut faire des immeubles comme on veut. Bon, il y a quand même des petits problèmes d'antériorité. Côté français, à écouter les autorités du ministère de l'Environnement, on est en pointe, c'est pas vrai. Le parc des Alpes-Maritimes italiens a été créé en 1995 à partir de réserves de chasse créées en 1859 par le roi de Piémont-Sardaigne, le père de l'unité italienne, Victor Emmanuel II. Voilà. Donc, nous avons une antériorité, tout comme le parc d'Ordessa, souvenez-vous, a été créé par le roi d'Espagne au début du XXe siècle. Donc, ces réserves de chasse royales, qui ressemblent aux réserves de chasse royales françaises, Fontainebleau, Compiègne, Chambord, etc., bon, ont servi de base spatiale à la création de ces parcs de montagne. Et c'est pour ça qu'on lance le mot Mercantour, pour bien distinguer le parc italien du parc français. Mais c'est l'Europe qui a réglé le problème et le contentieux. Les deux parcs sont dorénavant réunis et ils s'appellent Parc européen des Alpes-Maritimes. Et en plus, l'UNESCO y a mis son label Patrimoine mondial. Alors, j'ai pas trouvé, j'ai pas cherché. Ça doit être bien les conseils d'administration. Parce que il y a deux cultures. La culture italienne, décentralisée. Le parc est un parc du royaume, créé par des piémontais, géré par un souverain piémontais, avec des fonctionnaires piémontais. Le parc du Mercantour est un parc français, républicain, vertical, jacobin, dirigé nécessairement par un YF, ingénieur général des eaux et forêts. Donc qui sortent d'Agro Paris, voilà, une grande école qui se coopte entre eux. J'en ai connu, hein, très gentil, très sympa, très amoureux de la nature, ça fait un peu clan.
mais on a ça parfois dans quelques universités. Bon, passons. Ça doit être bien pour nommer les responsables. Et je transpose avec le psychodrame qui a présidé à la nomination du nouveau président du parc des Pyrénées, après la démission du précédent directeur, parce qu'il est malade, et les Béarnais, les Bigourdans se sont tirés des bourres. Vous l'avez lu dans la presse, c'est remarquable. Alors, je n'ai pas trouvé sur l'internet, ni dans les publications, quelques renseignements que ce soit sur la gestion de ce parc, mais ça doit être bien. Voilà. Attrait croissant, extraordinaire, 1 million de visiteurs chaque année dans ce nouveau parc. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela veut dire sur une montagne? En plus des skieurs. Donc, compétition pour l'espace, problème de surfréquentation, comme dans les parcs nord-américains, comme aussi dans le parc des Pyrénées, quelques jours l'été dernier, problème des déchets, dans un milieu fragile, il faut ramener ces déchets en bas, mais quand on est en bas, qu'est-ce qu'on en fait? Et mise en question de l'agriculture et du pastoralisme dans un espace protégé, mais pourtant garant de la mise en tourisme. Et puis, il y a tous les problèmes qui résultent du changement global que l'on connaît, à savoir manque de neige récurrent. Je vous ai cité les Jeux Olympiques qui n'avaient pas eu lieu, mais bon, là il y a de la neige ces jours-ci. Vous avez vu le bulletin météo hier soir à 20h. Il neige beaucoup sur précisément les Alpes du Sud. Donc ça va faire un bon manteau neigeux extraordinaire, avec des belles avalanches, ça va être super. Bon, deuxièmement, sismicité. Parce que cette montagne qui plonge dans la mer, ces Alpes avec cette poussée que l'on va voir tout à l'heure, c'est une zone sismique. Donc, problème, les inondations, donc c'est un milieu somptueux au point de vue du paysage, c'est un milieu à problème au niveau de sa gestion. Je passe à la troisième partie, les explications, nature, société, frontières, avec 3 approches très rapides, parce qu'on connaît par cœur. J'espère que vous avez tous eu le temps d'apprendre l'échelle géologique en faisant la vaisselle. Non? Bon, très bien, j'en reparle pas. Mise en place par des hommes, par de l'histoire. Je vais aller vite. Mise en place, l'orogénie, comme d'hab, comme dans les Pyrénées, on fait du neuf, avec du vieux, et regardez comme la mise en place des 2 chaînes est concomitante, et regardez la poussée. Ça vous rappelle pas tout à l'heure quand je vous ai montré la photo pour les phénomènes météo. Bon, donc la plaquette, la microplaque ibérique pivote. Il y a une poussée de la microplaque adriatique et ça fait ce bourrelet des Alpes que l'on va retrouver la semaine prochaine ici, là, dans les Carpates. Voilà. Donc, le vieux massif